Les muscles postérieurs du tronc peuvent être très schématiquement divisés en deux grands groupes. D'une part, les muscles des gouttières vertébrales, et d'autre part, un groupe constitué de deux muscles puissants jouant un rôle différent. Alors rappelons que l'objectif de cette vidéo est de développer une image mentale simple de ces deux groupes musculaires qui restent toutefois des chapitres très compliqués. Cette séquence va rappeler une séquence qu'on a déjà vue sur les gouttières vertébrales. Donc on voit que ces gouttières vertébrales viennent se placer dans cette gouttière ostéofibreuse que nous avons déjà décrite. Cette gouttière ostéofibreuse est constituée des processus épineux, des ligaments qui relient les processus épineux, des lames, des ligaments jaunes, des processus transverses et des ligaments qui relient les processus transverses. Par conséquent, on a une longue gouttière qui va s'étendre du sacrum, que l'on voit ici, jusqu'au crâne. Et cette gouttière est remplie par les petits muscles des gouttières vertébrales que l'on représente de manière indifférenciée sur cette séquence. Au niveau de la coupe, par exemple, on ne peut pas différencier chacun de ces muscles, qui sont d'ailleurs très nombreux, on en compte plusieurs centaines. Donc ces très nombreux muscles vont s'étendre jusqu'au crâne, au niveau d'un os, l'occipital. Voyons maintenant les deux muscles importants, deux muscles puissants, qui vont jouer un rôle différent des muscles des gouttières vertébrales, qui sont des muscles profonds. Donc on est en présence de muscles superficiels, constitués, eux, de quelques faisceaux, mais on ne représentera pas ces faisceaux. Et ces faisceaux présentent de très nombreuses insertions sur les différentes parties de la colonne vertébrale et de la cage thoracique. Donc le premier muscle s'appelle le longissimus, on l'appelait autrefois le long dorsal, et on voit donc qu'il s'étend du bassin jusqu'à l'occipital. Et il s'insère au niveau du bassin, au niveau d'une large gouttière que nous avons déjà décrite dans une vidéo précédente. Deuxième muscle, puissant également, constitué de plusieurs faisceaux, l'iliocostal, qui, comme son nom l'indique, s'insère sur l'ilion, c'est-à-dire sur cette partie postérieure de l'os coxal, qui va monter en direction de la cage thoracique et se terminer sur la cage thoracique, bien que quelques faisceaux, on les voit apparaître ici dans cet espace, quelques faisceaux se terminent sur la partie inférieure de la colonne cervicale. Ces muscles, c'est-à-dire le groupe des muscles des gouttières vertébrales et le groupe constitué par le longissimus et l'iliocostal, ce groupe va constituer au niveau du bassin et au niveau de la partie inférieure de la colonne lombaire une masse musculaire indifférenciée et renforcée par un système fibreux ou un système aponévrotique très dense et très résistant. Ces deux groupes musculaires vont donc, au niveau du bassin et de la partie inférieure de la colonne lombaire, constituer une masse musculaire indifférenciée, c'est-à-dire où l'on ne pourra pas séparer les faisceaux de chacun des muscles. Cette masse musculaire va donc s'appeler la masse sacro-lombaire et sera renforcée par un système fibreux extrêmement dense, extrêmement résistant, et on se rappellera que c'est bien à cet endroit où la colonne lombaire repose sur le sacrum que des contraintes très importantes
s'exerce. On voit donc sur ce zoom tout ce système fibreux qui d'ailleurs s'étend jusqu'au niveau de la pointe du sacrum, et on s'aperçoit que vers le haut de la colonne lombaire, on commence à distinguer ici l'iliocostal en coupe, ici le longissimus en coupe, et là, les muscles profonds, les muscles des gouttières vertébrales qui sont donc recouverts par le longissimus. Voyons maintenant quelques détails très importants sur l'organisation des muscles des gouttières. On peut distinguer plusieurs catégories de muscles, ceux qui vont s'étendre d'un processus épineux à un autre, donc reliés deux vertèbres, ce seront donc des muscles verticaux, des muscles qui vont relier deux processus épineux. Donc là, on est en présence de muscles courts et l'on imagine déjà leur rôle au niveau de l'inclinaison pour ce qui concerne ceux qui réunissent deux processus transversaires et au niveau de l'extension pour ceux qui s'insèrent sur les processus épineux et les ligaments qui les relient. Voyons maintenant, à partir d'une vertèbre, d'un processus épineux et d'une lame, l'organisation d'autres types de faisceaux. On voit ici un faisceau qui va se diriger vers la deuxième vertèbre située en dessous, un faisceau qui va se diriger vers la troisième vertèbre située en dessous, et un autre faisceau qui part toujours de la même vertèbre et qui va se diriger vers les quatrième, cinquième et sixième vertèbres situées en dessous. Et tout cet ensemble ne concerne que le point de départ à partir d'une seule vertèbre. Bien évidemment, cette organisation n'est pas rigoureusement identique au niveau de tous les étages vertébraux, mais c'est une modélisation qui donne un aperçu à peu près exact de cette organisation qui est très complexe. On voit donc ici le départ de cette structure au niveau de plusieurs vertèbres, ce qui nous permet de nous rendre compte, sur cette vue plus externe, que nous sommes en présence de muscles très nombreux, de muscles courts, mais en même temps de muscles dont les directions sont soit verticales, soit obliques, mais obliques dans de nombreuses directions. Et on comprend donc que ces muscles vont pouvoir agir sur une ou quelques vertèbres de manière précise et de manière efficace. En d'autres termes, l'empilement des vertèbres sera donc organisé, structuré grâce à ce réseau musculaire de plusieurs centaines de muscles. Insistons sur un point, ces muscles sont très riches en éléments proprioceptifs, d'une part. D'autre part, ils renseignent le cerveau sur les positions des vertèbres les unes par rapport aux autres et simultanément permettent également au cerveau, lorsque le sujet est bien éduqué, bien entraîné, aux muscles beaucoup plus puissants, c'est-à-dire à l'iliocostal et au longissimus, d'agir. Et on imagine donc que ces muscles des gouttières vertébrales devront se contracter avant que les muscles les plus puissants interviennent sur des vertèbres parfaitement superposées et bien évidemment avec des courbures vertébrales parfaitement respectées. Cette séquence va nous préciser les rapports entre les muscles abdominaux et les muscles postérieurs du tronc. On voit ici les trois muscles abdominaux qui constituent les parois latérales, le transverse qui s'insère sur les processus transverses des vertèbres lombaires. On voit un petit peu en avant, ici, le carré des lombes. Ensuite, le muscle petit oblique. Et enfin, le grand oblique superficiel. Donc, nous sommes allés de la profondeur vers la périphérie. On ne voit pas en avant, droit de l'abdomen. On voit donc comment sont disposés les muscles postérieurs du tronc, avec le longissimus
et l'iliocostal qui va recouvrir le transverse et fermer ces espaces que l'on peut observer entre les ligaments et les différents processus des vertèbres. Donc, ces muscles vont monter jusqu'au crâne et nous allons basculer sur cette vue supérieure pour mettre en évidence les rapports entre les muscles. On observe donc sur cette coupe horizontale de l'abdomen le droit de l'abdomen, ici l'aponévrose du transverse, ici les fibres horizontales du transverse, l'oblique interne, l'oblique externe. On reconnaît ici le carré des lombes et on voit donc les muscles des gouttières vertébrales, le longissimus et l'iliocostal. Voyons à présent les rôles des muscles que nous venons de décrire. Dans le cas de la flexion du tronc qui se réalise sous l'effet de la pesanteur, on voit donc une flexion de la colonne cervicale, puis de la colonne thoracique, et enfin de la colonne lombaire, et l'on imagine que ces muscles vont contrôler, mais en s'allongeant, cette flexion. On parlera donc de contraction excentrique. Lorsqu'il faudra redresser les courbures vertébrales, donc réaliser une extension, ces muscles se contracteront en se raccourcissant, et l'on parlera donc de contraction concentrique. Rappelons que l'idéal, en particulier si le sujet se redresse en portant des charges lourdes, est que les muscles profonds puissent d'abord agir avant les muscles puissants, les muscles superficiels, c'est-à-dire l'iliocostal et le longissimus, de manière à positionner au mieux les vertèbres les unes sur les autres. On est là donc en présence d'une hyperextension qui se réalise sous l'effet de la pesanteur. Donc on imagine qu'en avant, les muscles antérieurs, c'est-à-dire en particulier le droit de l'abdomen, contrôleront cette hyperextension. Lorsque le sujet est couché sur le ventre, sur un socle, par exemple sur un plinth ou sur une table, avec le bassin placé sur la table, on s'aperçoit qu'une flexion, là encore, peut se réaliser sous l'effet de la pesanteur, et que le redressement du tronc, des muscles qui réalisent une contraction concentrique. On notera que une hyperextension est possible en raison des insertions particulières de certains faisceaux musculaires. Bien évidemment, c'est une attitude à déconseiller, en particulier lors d'exercices de musculation. Lors d'une inclinaison, là encore, la pesanteur est suffisante pour incliner le tronc, si le sujet ne porte pas de charge. Inclinaison qui est contrôlée par les muscles gauches, ils ont donc vers la droite, et le redressement du tronc est permis grâce à une contraction concentrique de ces muscles gauches. L'exercice d'autograndissement, qui fait agir en particulier les muscles profonds des gouttières vertébrales, et qui permet justement de prendre conscience de sa colonne vertébrale et de ses courbures. Enfin, dernier rôle, là encore majeur, de ces muscles postérieurs du tronc, la protection du disque intervertébral. Imaginons une colonne vertébrale sans muscle postérieur. Lorsqu'une charge s'exerce, une charge représentée par la flèche, on imagine donc un écrasement du disque intervertébral
et des pressions qui vont s'exercer sur les processus articulaires supérieurs et inférieurs. Voyons maintenant ce qui se passe en présence donc des muscles postérieurs du tronc, sachant que ce petit muscle ici schématise en réalité tous les muscles postérieurs du tronc. Ce n'est pas un muscle ou le rôle d'un muscle situé entre les processus épineux que nous représentons ici, c'est une schématisation de l'ensemble des muscles postérieurs du tronc. On constate que lorsque les muscles postérieurs du tronc se contractent, les processus épineux se rapprochent, ce qu'indiquent ces deux flèches, les corps vertébraux s'écartent et des pressions plus importantes s'exercent au niveau des processus articulaires supérieurs et inférieurs. En réalité, c'est un peu le principe de la pince à linge. Lorsque vous rapprochez les deux extrémités de la pince à linge, eh bien les deux autres extrémités s'écartent et on a ici donc le point d'appui où se trouve le ressort de votre pince à linge. Nous représentons un écrasement du disque avec des muscles postérieurs du tronc qui sont inactifs et on voit que la contraction de ces muscles permet une protection du disque intervertébral avec tout de même une contrepartie puisque ces grosses flèches indiquent que des pressions importantes s'exercent au niveau des processus articulaires. Donc on peut facilement se rendre compte que la répétition tout au long de notre vie quotidienne, sportive ou professionnelle, la répétition de telles situations finira par user les cartilages, à les user d'autant plus vite que les gestes seront répétés et que l'intervention des muscles postérieurs du tronc sera nécessaire.